Cuba. Bueno. يا ولد تشوف على التصوير جميل صح؟ بديت اللايف الناس يسمعوني. ما حد يسمعنا ضروري يشتري رابط عشان يسمعوا. كيف رابط؟ خلاص فصل. لا لحظة بعمل نسخة للرابط مشاركة. نسخة الرابط ارسلها له عند اللايف. يس هذه تأكدها هذه ليش يبغى يجي بنص الصورة. Depuis Piège de cristal, il n'a pas arrêté de faire des films de cascade et d'action. Depuis Piège de cristal, il n'a pas arrêté de faire des films de cascade. Monsieur le ministre, messieurs les présidents, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord, assurez-vous que c'est très concis, compte tenu de l'importance du programme, de vous souhaiter la bienvenue au nom de cette belle municipalité, au nom de Madame la maire, qui n'a pas encore le don d'une député, ça viendra peut-être, mais qui espère venir vous saluer au cours du colloque. En tant qu'élu responsable du sport et des universités, on pourrait s'étonner de ma présence, mais rassurez-vous, je m'intéresse aussi à un certain nombre de sujets. J'ai au moins 3 bonnes raisons d'être ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Vous me direz, j'ai vérifié ce qui n'en est pas vérifié, et ce n'est pas le fake news comme on dit. 3 bonnes raisons, l'une devrait suffire. Les souvenirs du bon roi Henri IV, mon accent me trahit, mon compatriote. Le bon roi Henri IV, lors du séjour, lors du siège de Rocroi, avait gagné le siège et avait vu arriver les échevins de la ville qui s'étaient excusés de n'avoir point fait tirer le canon en son honneur pour 21 raisons. La première étant qu'il n'avait pas de canon. Je ferme cette parenthèse et je vous fais sourire. J'ai vérifié, ce n'est pas un fake news. La première raison est une raison conjoncturelle. Je ne suis pas objectif, on parle de notre belle mairie. Je crois pouvoir dire que c'est une des plus belles mairies d'arrondissement de Paris. Peut-être pas la plus belle, mais sans doute une des plus belles, le quartier latin. Et lorsque mon ami ici présent, Franck Leduc, que par parenthèse, j'ai marié, j'ai le plaisir de marier, il ne fallait pas le dire, l'année dernière, dans ces mêmes locaux, m'a demandé si la mairie pouvait accepter d'organiser votre colloque. J'ai répondu spontanément oui, pas simplement parce qu'on y a Franck Leduc, mais parce que
cette mairie se veut de plus en plus ouverte à toute une série de manifestations relatives aux problèmes fondamentaux du monde contemporain. Par exemple, la semaine prochaine, nous aurons, en préparation à la question de l'Europe, un débat entre deux sensibilités différentes, Jean-Pierre Chevènement et Hubert Védrine. Par exemple, nous avons fait des manifestations sur la thématique de l'immigration, etc., etc. Donc vous êtes effectivement, dans votre sujet, au niveau conjoncturel, tout à fait bienvenu. La deuxième raison est tout à fait modeste, elle est personnelle. Je fais depuis une quarantaine d'années, hélas, office de chargé de professeur de chaire de géopolitique du monde contemporain dans cette petite université qu'on appelle Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que j'ai eu le plaisir de présider pendant 9 ans. Et je m'intéresse quand même un peu à ce type de sujet. Et la semaine dernière, pas il y a 30 ans, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de mes collègues rugbymen. Incidemment, je suis là pour parler de moi, mais j'ai fait l'histoire de rugby. Et comme je connais les Anglais, il m'a raconté ce qui se passait à Bradford. À Bradford, actuellement, nous avons un imam, j'ai oublié son nom, qui fait du prosélytisme et que le site de mémoire a fait ses choix tout à fait révélateur. Et on évoquera, je suppose, des problèmes d'éducation ou des problèmes de radicalisation. Il fait systématiquement référence à Mohamed Youssouf, l'un des pères spirituels du fameux, hélas, de la dramatique association Boko Haram. Et ce garçon, pour parler du monument de guerre, condamne systématiquement à la fois, je cite, la mixité des sexes, pourquoi pas, le relâchement des mœurs, très bien, la corruption des valeurs traditionnelles, parfait, l'utilisation du calendrier grégorien et la pratique du sport. Ne me demandez pas pourquoi, mais nous reviendrons peut-être. Vous avouez que d'ici dans le rugby, ça m'a fait mal, hein, de voir interdire la pratique du sport. Mais beaucoup plus spectaculaire, je vous apprends rien pour cause. Ce rejet s'accompagne systématiquement du vécu très littéral du Coran. Rassurez-vous, je ne m'entendrai pas sur ce domaine que vous connaissez mieux que moi, qui faisait dire à Mohamed Youssouf que la terre est plate et que, je cite, la pluie ne provient pas d'un phénomène d'évaporation, mais une décision quotidienne d'Allah. Je ferme la parenthèse. La troisième raison est une raison structurelle, effectivement. Vous touchez du doigt un des problèmes fondamentaux du monde contemporain. J'avais dit que je n'étais pas là pour parler de moi, mais lors de j'ai écrit la guerre, un ouvrage que j'avais appelé les 7 défis capitaux du monde contemporain. Ce n'est pas une hiérarchie, mais pour ne rien vous surprendre, je pense que vous ne vous surprendrez pas, je classe le terrorisme international aujourd'hui au top. Peut-être pas tout à fait la médaille d'or, si je peux m'exprimer de manière sportive. Je crois que, je ne suis pas là pour en parler, je crois que le défi le plus fondamental, mais tout est lié, c'est la fracture qui ne cesse de croître entre le nord et le sud. Mais à cette réserve qui est capitale, effectivement, vous touchez du doigt un phénomène majeur, fondamental. Je suis persuadé que votre colloque, parce que dire que notre colloque, vous allez me demander, cher Franck, de participer de manière symbolique à la deuxième ou la troisième table ronde, je ne sais plus. Je suis persuadé que cela sera très enrichissant. Et comme disait mon vieil ami, le président des États-Unis, rassurez-vous, ce n'est pas ça que vous pensez. J'ai fait ma thèse en Géorgie à l'époque de Jimmy Carter. Pas de confusion. Comme disait Jimmy Carter, one of the best. Je vous remercie de votre attention. Merci à toi, Jacques, pour cette introduction. Avant une présentation de l'ensemble des participants, parce que nous sommes sur une thématique naturellement, et Jacques a eu raison de le rappeler, très particulière. Je vais inviter chacune et chacun d'entre vous à se lever pour que nous puissions respecter une minute de silence en hommage aux victimes de la barbarie, et les mots ont un sens, de cette tuerie du Sri Lanka. 359 morts, dont 45 enfants et adolescents, des églises touchées, des hôtels touchés, une revendication faire tardive qui a été faite par Daesh, mais on va y revenir, l'incarnation aussi, mais on va aussi revenir de l'interrogation autour du salafisme djihadiste. Mais voilà, je voudrais, avant même de commencer, que chacun et chacune puisse se lever et qu'on puisse respecter une minute de silence en mémoire aux victimes.
Je vous remercie. Il est déjà un peu plus de 9h30, on a pris un peu de retard. Très rapidement, vous remercier chacune et chacun d'entre vous d'être ici présents pour une conférence débat qui est en fait la traduction d'un lien d'amitié entre le Yémen et la France, puisqu'il y a deux organisations, deux organisateurs, l'association francilienne Action pour une République solidaire que je représente avec mon président Meeting Yamouz, qui est censé représenter toutes les diversités, toutes les couleurs culturelles franciliennes, tous les horizons confessionnels, les horizons associatifs, les horizons géographiques, mais tous avec un dénominateur commun, et ce dénominateur commun, c'est l'amour de la France, l'amour de la République et l'amour de la démocratie. Et si aujourd'hui, Jacques a eu raison de le rappeler, on est réunis, non pas dans une salle municipale simple, mais à l'hôtel de ville et à la mairie d'arrondissement du 5e arrondissement, juste à côté de l'université de la Sorbonne, juste à côté du Panthéon, c'est dans un lieu républicain fort. Voilà pour la mission effectivement de l'ARS. Et remercier Jamal Elawadi, qui est donc le corps médiateur, je parlais de l'amitié franco-yéménite, qui est notamment effectivement le président Jamal qui est notamment le président de l'Agence internationale de journalisme et d'études stratégiques, et qui est aussi, et qui a lancé il y a 2 ans le Forum de Paris pour la paix et le développement, en faisant, parce qu'aujourd'hui, l'État du Yémen, et il reviendra évidemment sur la question, est si compliqué, si difficile, la situation est tellement tendue. Quelques chiffres rapidement, même si tout n'est pas lié à l'action terroriste, mais aussi toutes les actions terroristes qui sont présentes. Le Yémen aujourd'hui, c'est 5 millions d'enfants en danger, c'est un enfant qui meurt toutes les 10 minutes de faim ou de maladie, un enfant toutes les 10 minutes. C'est un conflit à peu près à 60 000 morts, c'est 16 millions de personnes qui sont privées d'accès aux soins, c'est 14 millions de personnes qui sont en situation de famine imminente. Alors évidemment, quand on cite ces chiffres-là, ça dépasse parfois l'entendement humain et ça relève d'une statistique. Mais pour autant, c'est aussi pour cela que Jamal, lorsqu'il est arrivé en France, il sait ce que ça veut dire que l'action terroriste. Il sait ce que veut dire que cette violence perpétuée sur le territoire yéménite. Et lorsqu'il a regardé la France, il a été aussi frappé, et c'est le cas depuis 2015, parce que notre territoire n'échappe pas à cela. Évoquer la radicalisation, et le président du CNSM l'a évoqué, on l'a évoqué en début de semaine, c'est pas simplement le ramener aux faits religieux. Nous, aujourd'hui, on le fait. Donc, lorsqu'on évoque, et ce sera un peu le titre de cette conférence, la radicalisation, c'est une radicalisation à la fois religieuse et politique. Vous le savez, dans le débat en France, il y a 2 grandes tendances sur l'explication de la radicalisation. Il y a entre universitaires, parce que certains universitaires sont présents ici, soit la radicalisation de l'islam, soit l'islamisation de la radicalité. C'est le fameux débat entre Gilles Kepel et les tenants de Gilles Kepel d'un côté, et Olivier Roy et les autres. C'est vrai qu'on se situe différemment, c'est-à-dire qu'on analyse les deux ont une pertinence. Mais ce n'est pas l'un opposé à l'autre, ou l'autre opposé à l'un, c'est véritablement prendre les deux compte tenu de la réalité. La réalité, oui, effectivement, et on l'expliquera ici, évidemment une radicalisation de l'islam, et c'est vrai que quand on interroge la question du salafisme djihadiste, un être nous manque aujourd'hui, c'est notamment Antoine Sfer qui en avait fait une très très belle déclinaison à comprendre, parce que c'est aussi ça, à comprendre en islam ce que veut dire la notion même de salafisme, sur ces 3 catégories, entre le salafisme quiétiste, le salafisme politique et le salafisme djihadiste. Malheureusement, il aurait été parmi nous, il aurait été d'un grand éclairage de ce point de vue-là. Donc l'idée, au travers de cela, c'est interroger la radicalisation et donc le basculement dans l'acte terroriste en intégrant ces 2 éléments, à la fois la radicalisation religieuse et à la fois la radicalisation politique. Les 2 se mêlent et s'entremêlent. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est effectivement de dire aujourd'hui
le premier plan en France de lutte contre la radicalisation, on est en avril 2019, il date d'avril 2014. La prise de conscience, parce que sous l'autorité du préfet, des spécialistes des actions terroristes aussi, entre 2000 et 2012, grosso modo, la France n'a pas pris la mesure, et c'est un élément collectif, pouvoir public et société civile, de ce qu'était le phénomène de radicalisation. Il a fallu attendre Mohamed Merah, il a fallu attendre la période 2012-2014 et surtout 2014 pour que la France lance ce fameux plan sur la radicalisation. Et évidemment les événements de 2015 pour qu'ensuite on prenne une vitesse supérieure en intégrant, à partir de là, le CLCM est là pour en témoigner, en intégrant aussi dans la réflexion le fait religieux. Ça, c'est à partir de 2015. Mais aujourd'hui, 5 ans après, la France en est à ce 4e plan de lutte contre la radicalisation. Et effet symptomatique, lorsque le premier plan de lutte contre la radicalisation est intervenu, il est intervenu notamment au sein d'un comité interministériel qui existe toujours. C'est le comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation. On a évolué aujourd'hui. Ce n'est pas simplement radicalisation, délinquance, parce qu'on intègre les faits religieux. Il y a un très bon ouvrage sorti récemment de Romain XVI sur l'identification de la prévention, ou plus exactement la politique de prévention djihadiste, qui rappelle notamment la politique des pouvoirs publics sur la prise de conscience tardive, mais en tout cas aujourd'hui présente, de la radicalisation. Intégration du fait religieux, et c'est pour ça qu'on revient effectivement à notre conférence, intégration du fait religieux dans la mesure où, et c'est l'expérience effectivement de Jamal et des intervenants étrangers ici, pour dire qu'une solution, on n'est pas forcément là pour dire on a la solution on la cherche depuis longtemps, mais simplement c'est la mobilisation de tous les acteurs. Et la conférence aujourd'hui ici, elle est proposée par des acteurs de la société civile. Et la conviction de Jamal, la conviction de l'ARS, c'est que la société civile doit être davantage mobilisée en France dans cette lutte globale. Et au sein de la société civile, c'est la mobilisation des communautés musulmanes en France. À peu près de 5 millions de Français de confession musulmane. Et il ne faut pas avoir peur des mots. Le rapport à la laïcité, pendant des années, interdit de parler de communauté. On l'évoquait tout à l'heure par rapport à l'ARS, il y a des communautés ethniques, il y a des communautés culturelles, il y a des communautés religieuses, mais toutes sont sous le chapeau de la communauté nationale. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, la nécessité, c'est aussi le message que l'on veut faire passer au travers de cette conférence, de dire qu'il faut que tous les acteurs qui peuvent lutter efficacement contre la radicalisation, autant primaire que secondaire, soient mobilisés. C'est aussi les acteurs de la communauté musulmane en Ile-de-France, et c'est surtout les référents, imams, présidents de communautés. Vous allez en entendre quelques-uns aujourd'hui, qui vont vous raconter aussi leur expérience et la façon qu'ils ont aussi au quotidien, soit de déconstruire une partie du discours salafiste, soit effectivement auprès des personnes qui sont dans une situation au bord du basculement, là où justement malheureusement le message du pouvoir public ne passe plus, ou difficile à passer, là où ce qui a été fait notamment dans les écoles, et c'est une très bonne démarche, mais elle n'est pas suffisante, de dire stop aux djihadistes, d'informer les plus jeunes. Oui, sauf que pour certains, le message ne passe pas, ou le message ne passe plus. Et il passe d'autant mieux lorsqu'il est porté par des référents connus et reconnus des communautés musulmanes. Donc il y a une nécessité en France de mobiliser davantage les acteurs. Le travail a commencé, mais il faut aller plus loin. Et c'est aussi à cela que sert modestement notre événement d'aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir ensemble à savoir comment on peut aider, comment elles peuvent contribuer. Et vous avez un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui, ici présentes, ont déjà un acquis, un savoir, et sont prêts à, si on leur tend la main, à aider les pouvoirs publics et à travailler main dans la main, rapport entre société civile et pouvoir public. Juste avant, Jamal, je te passe la parole. Un petit élément, avant de vous présenter rapidement, le point naturellement tous les participants, de voir le mode de fonctionnement de cette conférence débat. L'idée est assez simple, c'est, vous allez écouter, on a 3 temps sur le principe, un temps de réflexion sur l'international, présentation notamment de la situation au Yémen, présentation, vous verrez, je ne vais pas non plus spoiler les choses, si je puis me permettre, sur une vision du lien entre l'international
et le national, parce que la réflexion, oui, le terrorisme est mondialisé, et oui, la lutte contre la radicalisation, elle doit s'entendre dans une conception internationale, même si la réponse est une réponse française. L'idée, ce sera au moment, sans doute 10h15, 10h30, d'avoir un temps de pause. Il y a une petite collation qui est prévue. Et à ce moment-là, public et les personnes qui sont là, vous serez invités à partager autour d'un petit verre, d'une petite viennoiserie, de poser vos questions à tous les participants et tous les intervenants. Ça sera le premier temps. C'est à ce moment-là que les questions pourront être posées. Vous les poserez directement aux intervenants. Et aux alentours de 12h30, au moment du cocktail, vous aurez également la possibilité d'interpeller les participants, les conférenciers, sur les différents sujets. Pourquoi on a choisi ce modèle-là? C'est parce qu'effectivement, il faut aller vite, et parce que aussi, ça permet d'avoir un dialogue beaucoup plus direct et de poser toutes les questions nécessaires. Sachant que nous avons aujourd'hui réuni des gens qui n'ont pas forcément tous la même idée et la même appréhension des choses. Mais c'est cette diversité qui fait cette richesse. Et vous-même, d'ailleurs, vous serez peut-être questionné, interpellé en disant « mais je ne suis pas d'accord ». Ça sera l'occasion, au moment de ce temps de la collation et au moment de ce cocktail, de pouvoir aller au-devant des participants et leur poser toutes les questions et d'échanger entre vous. C'est important. L'échange, c'est aussi à ça que sert ce type d'événement en manifestation. Rapidement, très rapidement maintenant, vous présentez, non pas dans l'ordre protocolaire, les différents participants, et je vais l'inviter aussi à se lever. Je vais commencer par ma gauche, par Jean-Philippe Dubois-Clément, qui est le vice-président du Conseil général régional d'Île-de-France et le maire de Betsy. Et on peut l'applaudir parce que c'est un élu local, c'est un élu qui est aussi confronté, et quand on est maire et quand on est dans la demande de localité, c'est une problématique qui est nouvelle et c'est très très difficile aussi à appréhender parce que ce sont souvent, dans un espace local, les maires qui sont en première ligne. Donc son expérience, son analyse et sa vision est particulièrement intéressante à entendre. Ensuite, juste à sa gauche, je vais plus dire, Charles Millon, j'invite à se lever, ancien ministre de la Défense, du président Jacques Chirac, important pour nous par Jacques Chirac, parlementaire, aussi sur un membre différents think tanks également, et puis voilà, donc grande expérience en Afrique, et Charles nous fera effectivement l'amitié d'évoquer notamment la question du terrorisme au Mali. Et c'est extrêmement précieux d'avoir son analyse parce qu'on est sur un temps long de l'action terroriste en France. Et si j'évoque le président Jacques Chirac, ce n'est pas pour rien. Merci Charles. Ensuite, le préfet Bonnet, Yves Bonnet, voilà, on peut applaudir également. J'oublie quelques titres, évidemment, parce que voilà, l'ancien patron des services secrets de la DST est connu, ancien préfet, parlementaire aussi également. L'expérience de la lutte contre le terrorisme, surtout et notamment dans les années 80, il n'en ignore rien. Et pour autant, et c'est ça qu'on a effectivement aussi trouvé intéressant lorsqu'on a échangé, et il le dira mieux que moi, c'est malgré toute cette expérience, malgré, je pense que c'est peut-être aujourd'hui la personne qui ici a vu le plus de choses dures, qui aurait pu l'amener à se dire j'ai un rapport par rapport à la vision, peut-être même de l'islam, ou à la vision peut-être un peu sévère, peut-être un peu désabusée, peut-être un peu amère. Au contraire, et il le dira mieux que moi, l'appel au dialogue entre les communautés, toujours autour du chapeau de la communauté nationale, il aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci. Ensuite, Mohamed Bachrafil. Mohamed Bachrafil. C'est important. Alors, il est écrivain, il est théologien, il est docteur en linguistique, il a été imam, il est encore en Essonne, dans le Val-de-Marne aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des conférences à peu près partout en France et en Europe. Il est appelé dans les différentes mosquées et pas seulement. Il est appelé dans les différentes universités et pas seulement. Et il n'est peut-être pas suffisamment appelé par les pouvoirs publics et par l'État dans la lutte contre la radicalisation. Voilà. Ce n'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, c'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, dans les imams qui comptent, dans ceux qui savent déconstruire le discours de haine, le discours extrémiste, qui savent effectivement travailler auprès des jeunes Français de confession musulmane à la fois contre la prévention primaire de la radicalisation et la prévention secondaire,
c'est un acteur du quotidien. Voilà. Et on espère, notamment à travers cet événement ce matin, que nos pouvoirs publics pourront davantage le solliciter parce que c'est un combat du quotidien et il ne demande qu'à être aidé et parce que nous n'y arriverons que si nous sommes tous ensemble. Merci Manuel, merci à toi. Avec grâce, ensuite, le président. Ça, c'est un recommandant qui est le président du Conseil musulman, qui est l'institution, j'évoquais depuis 2015 aussi ce changement de référentiel par rapport au gouvernement et à l'État dans la prise en compte du fait religieux, et le travail qu'a mené depuis lors le CFCL sur les interrogations sur le financement des mosquées, sur la fermeture des mosquées, sur tout le travail d'accompagnement auprès des pouvoirs publics qui est important, parce qu'aujourd'hui, le CFCL, c'est l'institution de référence, et c'est un acteur incontournable avec qui, effectivement, il faut travailler. Et merci, Monsieur le Président, d'être venu, parce que c'est une initiative de la société civile, et ça nous fait extrêmement plaisir, et ça nous touche. Ensuite, merci beaucoup d'applaudir. Alors, je fais une présentation en français. Là, on est sur la partie, et je parlais tout à l'heure d'amitié franco-yéménite, on est sur la partie Yémen. Sa réflexion sur l'action terroriste au travers du référentiel Yémen, il va vous l'exposer. C'est un militant forcené des droits de l'homme, et lorsqu'on est dans la péninsule arabique, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on risque sa vie au quotidien. Donc, son témoignage va être extrêmement important, et vraiment dans la vision qu'il pourra avoir du terrorisme international au travers de l'action Yémen. Merci, chef. François Frison-Roche, ensuite, François Frison-Roche, politologue, chercheur au CNRS et surtout spécialiste de Yémen. On a eu la chance, effectivement, j'ai eu la chance il y a quelques années de me rendre à son initiative Exactement. Il est à l'origine, effectivement, du Forum pour la paix et le développement, Forum de Paris pour la paix et le développement. Et il a été surtout, parce qu'on le sait peu, notamment au Yémen, l'action de la France, c'était la rédaction de la Constitution et de la loi électorale et la conférence du dialogue national. C'était une mission qui était conférée à la France au travers de l'ambassade, mais la cheville ouvrière et celui qui l'a allumé, c'est François Frison-Roche. Donc il a une expertise dans la matière extrêmement importante. Merci François. Merci à toi. David Valla, ensuite. Quand on dit effectivement, on a aujourd'hui réuni des personnalités venant d'horizons divers et variés. David Valla fait partie en France, allez, on disait David ensemble, ils sont peut-être 5. 5 en France, maximum, qui ont vécu, qui ont subi une expérience djihadiste. Vous l'écouterez tout à l'heure, c'est très fort. C'est un élément effectivement très fort, c'est un témoignage très fort, parce que c'est pas évident. Lorsqu'on a été effectivement confronté, il le dira mieux que moi, à cette expérience djihadiste, d'en être revenu, d'avoir compris pourquoi, comment, et d'accepter d'en parler. Il a son franc-parler, il n'hésite pas, c'est là que je dis à l'ami, attention, parce que quand même, voilà, l'idée c'est qu'on soit naturellement dans une vision optimiste des choses et une vision créatrice. Mais non, il n'y a pas de souci. Voilà. Au contraire, moi je suis là pour construire, et même si je ne suis pas forcément d'accord avec certaines personnes qui sont là, je suis là pour qu'on construise et qu'on construise ensemble. Et son témoignage, il est aujourd'hui extrêmement fort, extrêmement précieux, et aussi comme avec différemment dans cette lutte et dans cette action que mènent les pouvoirs publics, il est important qu'il ait aussi sa place parce que ça aide aussi à comprendre les choses. Merci David. Et on terminera. On retrouve l'élément local, donc, qui est notamment l'animateur de la communauté à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, et qui évoquera avec vous son travail au quotidien. Je parlais de lutte contre la radicalisation primaire, donc en amont, sur le secondaire après coup. C'est un travail aussi qui est mené dans l'illustration par certaines mosquées en France, la plupart des mosquées en France, parce que quand je parlais de référents connus et reconnus, c'est le cas des imams, mais c'est le cas également des présidents de communauté. Pour être connu et reconnu dans la communauté, c'est quoi? C'est d'avoir un savoir, d'avoir une connaissance du Coran, d'avoir une connaissance de l'histoire de France, parce que tous ont en commun, j'insiste bien, la passion de la France, la passion de la République. On n'en fera pas un procès d'intention de ce point de vue-là, mais tous ont un savoir très fort du Coran, de l'histoire de l'islam et de l'histoire de France. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui peut, à un moment, basculer du côté obscur, eux ont les mots, eux trouvent les ressources. Et c'est souvent un travail qui est un travail de l'ombre.
Là aussi, ils font partie de ces référents-là que nous, avec Jamel, on souhaite promouvoir auprès des pouvoirs publics pour que le travail se fasse ensemble. Merci à toi. Merci beaucoup. J'ai été long, j'ai été sans doute effectivement trop long. Il me manque quelqu'un, parce qu'il faut cette dimension journalistique, c'est c'est un grand reporter de France 24, on doit le citer, voilà, Adel Gasset. Que lui aussi, c'est un travail qu'il fait. On a souvent tendance à dire, notamment en France, en rapport aux médias, soit d'un côté, soit de l'autre, d'une instrumentalisation à une autre, mais le travail qui est fait, et il va en donner une petite illustration sur France 24, dans le dialogue entre les communautés, dans la lutte contre la radicalisation, dans la désignation aussi très simple, parce que réfléchir sur le terrorisme et réfléchir sur la radicalisation, ça suppose de mettre des mots sur les choses et de faire un travail de vulgarisation. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, j'ai cité Antoine Seul sur le salafisme. Bon, ça paraît tout ça, mais quand on explique, et notamment on explique aux représentants politiques, mais pas simplement, mais à la population, comment sont les choses. C'est quoi les frères musulmans? C'est quoi le salafisme? C'est quoi la radicalisation? C'est quoi les différents groupes terroristes? C'est vrai que vous utilisez une méthode d'explication, on va voir, qui est extrêmement pédagogique. Et j'ai expliqué tout à l'heure, c'était le cas du comité ministériel Christophe Sogéry. On aimerait bien qu'il nous sollicite aussi davantage, aussi dans ces petits, dans ces éléments pratico-pratiques, mais qui ont leur influence. Parce que chaque fléchage compte, il y a des messages visuels, et aujourd'hui, il a son importance pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'ensemble des éléments. Donc merci voilà, pour tout à l'heure. Très bien. Je passe la parole maintenant à Jamal. 3 temps. Premier temps sur l'international, deuxième temps sur spécifiquement la France et troisième temps sur le travail quotidien des acteurs des communautés musulmanes. Je passe la parole à Jamal Alouni. Jamal. Merci beaucoup. En fait, bonjour everybody. Désolé, ma français n'est pas bien. But because you have a lot of people since French and Arabic here, so involved actually in this subject, I prefer to speak in Arabic. So please let me start this again. السلام عليكم. في الحقيقة شكرا لكل الحاضرين المشاركين معنا والذين معظمهم كان لديهم مشاركات سابقة بالأخص المؤتمر الأول لمناهضة الإرهاب في أكتوبر 2017 وكان من ضمن المشاركين سيد إيد بوني فرانسوا بوش ونجم حدث دائما للرفاقات وآخرين أيضا طارق وهب وجو ماهر قدموا يعني طروحات رائعة بدأت المؤتمر بأفكار جديدة صدر عنه إعلان باريس لمناهضة التطرف والإرهاب. في الحقيقة يعني أنا والكثيرين من جئنا إلى فرنسا بعد الأحداث المؤسفة في اليمن. نحن كنا عادة نأتي إلى فرنسا كضيوف نحضر مؤتمرات ونشارك المنظمات الفرنسية سواء كانت رسمية أو حكومية كثير من الأنشطة، ولكن شاءت الظروف أن نأتي لنقيم في فرنسا ونتعامل ونتعلم من القيم الفرنسية الحديثة الحرية، الديمقراطية، المساواة، العدالة، والتي نريد لمجتمعاتنا ولبلداننا أن تعيش أيضا هذه المتعة بالاستمتاع بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان وكثير من المبادئ والقيم التي ينتاج بها المجتمع الفرنسي. للأسف في 2015 حدث هناك يعني عدد من الهجمات الإرهابية التي جعلتنا نحن كمسلمين نشعر بالسوء لأنه نرى أنه لا يكفي أن نقول أنه هذا لا يمثلنا، هذا العمل الإرهابي لا يمثلنا. الدين يعني تكررت الكلمات ولكن أعتقد يعني أنه حان الوقت الآن لأن تتحول الكلمات إلى أفعال. في الحقيقة كان من بداية حضورنا منذ هجمات 2015 في نوفمبر 2015
حاولت ان نرتب اول نبدا لا نعيش في فرنسا هنا، لا يكفي ان نعيش في فرنسا حياه عاديه، لابد ان نشارك المجتمع الفرنسي همومه، لابد ان نشارك المجتمع الفرنسي تطلعاته، وبالتالي كان من المهم جدا ان نبدا بنشاط الذي نحن متخصصين فيه وهو النشاط الاعلامي. بعد ذلك انتقلنا الى اهميه انشاء منظمه خاصه تعني بالسلام والتنميه، لان في مجتمعاتنا الفقر هو السبب الرئيسي لظهور الجماعات المتطرفه، وبالتالي الارهاب الخطوه الاولى نحو الارهاب هي التطرف، وما يسبق التطرف هو الفقر والمعاناه التي تدفع بالشباب المسلم ان يندفع ويقبل تلك الافكار المتطرفه التي لم نتربى عليها، وانما هي جاءت يعني حقيقه نحن نقرا القران وتعلمنا كثير من المبادئ الاسلاميه ونعيش عليها. لم نجد ابدا ان يصل القتل والدماء والارهاب وقتل الاخرين وكراهيتهم، فبالتالي كان لابد ان نعمل نحن هنا كمسلمين نشاط نستطيع ان نعبر من خلاله عن تطلعاتنا، وبالتالي نظمنا العديد من الانشطه في هذا الاطار. حاولنا يعني جعلنا من الشركه التي نعمل عليها الوكاله الدوليه للصحافه ان تكون هي داعم ومساند. علاقاتنا ايضا مع كثير من الاتحاد الاوروبي او حتى الجهات الامريكيه ايضا نتعامل معا كيف نعمل معا على المستوى العالمي، لكن في فرنسا هنا حقيقه لم يعد يكفي ان نقول نحن كمسلمين هذا لا يمثلنا، اصبح الان علينا ان نعمل ونؤكد وان نحن ايضا ان نحارب الارهاب في مجتمع الفكر المتطرف، المعذره الفكر المتطرف داخل البيوت، في الشارع، في المسجد. سيد فرانك حقيقه في لقاءات سابقه تحدث عن دور المسجد، وان المسجد اصبح يلعب دور يعني غير ايجابي في كثير من الاحيان في تجربه الشباب ببعض الفكر المتطرف، ليس المسجد وانما من ياتي الى هذا المسجد، من يؤم هذا المسجد. فاصبح التعامل اصبح من الضروري التعامل على تاهيل ائمه الجوامع حتى يستطيع يعني الامام انه يطرح قضايا معنيه بالتسامح، حقوق الانسان، التنميه، وليس شخص ياتي من بعض المناطق بيئه خاصه ثقافه خاصه الى فرنسا ليصطدم بعادات اخرى وثقافات اخرى وياتي الى الجامعه مع شباب مسلم فرنسي ليطرح عليه قضايا اخرى قد لا تتناسب مع فكر هذا الشعب، فتحصل هناك الصدمه هذا الشعب، كون يعتبر الذين اتوا من اماكن اخرى هم اصول الدين وهذا خطا، قد هم مساعدين لدينا القران لدينا احاديث، ولكن هناك من يبالغ في هذه الاحاديث ويبالغ في خدمه مصالح اخرى تسيء للاسلام والمسلمين. النقطه المهمه جدا انه فرنسا تعرضت لاسوء هجمات ارهابيه في اوروبا. ما هو الحل؟ الحل من وجهه نظرنا لا يكفي فقط عمل الشرعيه، ولكن لابد من تفعيل دور المجتمع المدني، منظمات حقوقيه، منظمات اسلاميه، مؤسسات غير حكوميه تعمل جنبا الى جنب في خط موازي مع جهود الدوله لمكافحه الارهاب بالتوعيه والثقافه والتعليم. وانا اعتقد انه حان الوقت حقيقه الان فعلا لان يكون هناك جزء رسمي لدعم التوجهات المدنيه والتوجهات المجتمع المدني الفرنسي، ونتطلع لاحقا الاوروبي ان يكون هناك شراكه، لان الارهاب بدا يتسع. هذه الصوره التي نعاني منها جميعا، نحن في الحقيقه لم نهرب من بلداننا من الارهاب والحروب حتى يلحق بعدنا هنا، وبالتالي علينا ان نحارب الارهاب هنا حتى نعود به الى هناك ونحاربه هناك. فنتطلع من الدول العظمى، الدول الكبرى وعلى راسها فرنسا، ان تكون بهذا الدور هناك من يدعم الارهاب ومن يقف خلفه، هناك اطراف في مفاصل حكوميه، هناك اطراف موجوده في دول ما مخفيه ما في حفر تحت الطاوله في اماكن قد لا نراها، ولكنها هي تمول وهي تدعم وهي تشارك وهي تحرك. هذه الجهات تسعى دائما للحكم والسلطه عبر الدماء وعبر ارهاب الاخرين، نحن نرفض تماما. فبالتالي هذا نشاطنا اليوم بالتعاون مع المنظمات الفرنسيه، بالتعاون معكم يعني
استمرار لهذا لا يكفي فقط ان نتحدث عن نشاط ينتهي بانتهاء الحدث. Thank you very much. Okay, goodbye. Everybody go home. كل واحد يروح بيته. No. نريد ان يكون هناك لجنه تعمل لتطوير ما ينتج عنه من نقاش. اللي ما سيكون هو طرح اوراق عمل، افكار، لدينا فكره جميله جدا السيد عادل قسم فرانس فاينانس سكتش يعبر عن الفكره، كيف نستطيع ان نساهم في عمليه التوعيه للشباب من خلال افكار جديده، خطوط اعلاميه جديده، اكثر سهوله، اكثر قبولا. في الحقيقه يعني حضوركم هو سيثري هذا ويثري هذه الندوه، وشكرا جزيلا لكم، شكرا لكل الحاضرين، ونتمنى ان يكون هناك نقاش مثمر ان نعمل عليه نحن. شكرا جزيلا. Merci Laval. Sans attendre, je vais appeler François Frison-Roche pour cette première table ronde. J'invite également Cheikh Elouane, Adèle Gastel et le ministre Charles Guillaume. Merci à vous. Nous allons commencer par visionner ces 2 minutes de petit film. Peut-être pour ceux qui nous invitent d'ailleurs, ça aurait été mieux qu'on reste à l'instant. On va le visionner comme ça, 2 minutes d'un petit film qui est tout à fait intéressant. Il s'appelait Chérif et Saïd Kouachi. Le 7 janvier 2015, il va charger. Ils sont ensuite abattus et restent à la zone de et donc, il est connu pour le plus gros salut de l'Israël. C'est la Belgique. Il serait la médaille militaire au Yémen. La menace terroriste est désormais omniprésente. Les attaques se multiplient et les violences s'amplifient. Tout ceci au nom de l'étude particulière de l'islam, produite par une nébuleuse organisation djihadiste avancée et elles agissent en crime et frappent au cœur de de démocratie occidentale et organisent des balles de départ vers les pièges de l'extrémisme islamique comme à Raqqa et Mossoul, en Syrie et en Irak. La guerre est déclarée. Il n'y a plus de piège de l'organisation islamique à Raqqa et Mossoul. La menace est-elle pour autant éliminée? Certainement pas. Le renseignement n'a jamais été aussi précieux, technique et humain, pour détecter les signes de radicalisation, les transferts d'argent suspects et les voyages vers des destinations douteuses. Les groupes terroristes continueront à se réorganiser et surtout à se financer pour pouvoir constituer le nouveau piège, là où règne le chaos. Et pourquoi pas au Yémen de nouveau. En attendant de prochains événements, quelques questions. Où sont-ils? Que font-ils? Qui leur parle? Qui leur explique? Les uns, lesquels?
deuxième particulier d'explication des phénomènes complexes qui se peut simplifier. C'est très difficile de simplifier ce qui est complexe. Une fois qu'on a voyagé sur le terrain, car ceci et cette connaissance du sujet est le fruit d'un travail collectif qui se fait en France, notamment au sein de l'audiovisuel extérieur de France, carré par France Média Monde, et plus particulièrement par France 24, la chaîne à laquelle j'ai le privilège d'appartenir en tant que branche. Donc nous avons ouvert tous ces terrains-là, à un endroit au monde où il y a une menace terroriste, où il y a des prémices d'un début d'événements intenses. France 24 ne s'est pas rendu. Bien évidemment, j'ai inclus le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Libye, et la liste est longue. Le prix que nous payons est aussi élevé. Certains de nos collègues ont payé de leur vie, notamment à l'hôpital, en Italie. Donc quand on y va, on se dit qu'il faut surtout revenir avec une explication. On n'y va pas, on n'y va pas pour mettre en péril notre propre vie. Nous sommes des gens, nous sommes journalistes, nous avons notre vie, nous avons nos familles. Mais il y a ce désir intense de vouloir comprendre ce qui est complexe et surtout de l'expliquer aux autres. C'est un devoir, c'est le devoir d'informer, c'est une vocation. Une fois qu'on a compris certaines choses, on se dit, mais comment l'expliquer? Alors, il se trouve que personnellement, je fais partie de ceux qui s'expriment de manière visuelle, une façon de penser visuelle. Et je me dis que la meilleure façon d'atteindre les esprits, c'est de, pourquoi pas, de dessiner. À partir de là est née cette écriture visuelle qui peut porter plusieurs noms. Ici, il y a un mélange de techniques entre le dessin manuel, le croquis, le sketching, comme on dit, et le dessin à partir de logiciels. Ça nous permet de donner à voir, d'expliquer. Quand on dit que voilà, il y a une doctrine dans le monde arabe et musulman qui prolifère et qui prône l'usage de la violence au nom d'une religion, mais ça vient d'où? Qui l'a dit la première fois? Qui diffuse ce genre de message? Où? Comment ça arrive jusqu'au cœur des démocraties occidentales? Et je dis souvent que le risque pour un journaliste, c'est de se prendre pour un génie parce qu'il sait tout sur tout. Et la meilleure façon de se prémunir contre cette suffisance, c'est le point d'interrogation. Il faut s'abriter derrière un point d'interrogation et à partir de là, commence une merveilleuse aventure qui est expliquer simplement ce qui est complexe. Et donc, je vais, dans le cadre de cette première partie du débat, tout de suite passer la parole à Charles Dion, ancien ministre de la Défense, mais maintenant, nous nous retrouvons sur ce sujet et je pense que vous avez compris par maintenant de l'Afrique et de la problématique terroriste dans cette région. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir convié à cette manifestation. Je voudrais expliquer ma présence. Je ne suis pas un spécialiste du terrorisme, je ne suis pas un spécialiste de la radicalisation, je suis un homme politique qui, depuis maintenant à peu près 10 à 15 ans, parcourt l'Afrique pour y travailler soit comme homme politique, c'est-à-dire participer avec les hommes politiques africains à l'évolution des choses, soit comme accompagnement de projets économiques et de projets d'aménagement du territoire, du fait que j'ai été ambassadeur
auprès de la FAO durant plus de 5 ans. Et puis enfin, j'ai beaucoup d'amis, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine religieux, dans le domaine culturel, dans ces pays d'Afrique. Et c'est donc le fruit de mon observation et de mon expérience que je vais essayer de vous faire partager. Alors, lorsqu'on aborde les questions du terrorisme et de la radicalisation, souvent, on s'aperçoit que les réponses sont brutes, elles sont même brutales souvent, avec une cause et une conséquence. Or, en fait, c'est faux. Lorsqu'on regarde les choses, on s'aperçoit que la difficulté pour lutter contre la radicalisation, le terrorisme, les situations extrêmes, la grande difficulté, c'est que les causes sont multiples. Et parce que les causes sont multiples, il n'y a pas une solution. Car vous pouvez guérir dans un cas et ne pas avoir vu en fait que la vraie cause est à côté et qu'elle provoque à ce moment-là le terrorisme que vous avez voulu combattre et vous ne comprenez plus rien. Et je vais vous en donner quelques illustrations. Parce qu'à partir d'une étude de cas, on va prendre une étude de cas dans un pays que j'aime beaucoup, qui est le Mali. Les premières années où je suis allé au Mali, le Mali c'était dans les années, c'est là où c'est pour ça qu'on est vieux, c'était il y a maintenant, dans les années 1980-90, et à l'époque, il y avait une paix civile, il y avait, semble-t-il, une paix religieuse, un respect des uns des autres, et j'ai parcouru les lieux où l'on ne peut plus aller maintenant. J'ai parcouru toute la région du Nord, j'ai été ami avec les chefs Touaregs, je dis bien j'étais, parce que malheureusement ils ont été assassinés. J'ai été ami avec les responsables Bambara, j'étais très ami avec des Peuls, et malheureusement ils ont été les uns les autres parce qu'ils étaient engagés, ils ont été décimés. Alors, je me suis demandé pourquoi ça se passait ainsi depuis maintenant 30 ans, et pourquoi la situation se dégradait de plus en plus. Et je vais vous faire d'abord une première observation qui va vous étonner. Avant même d'aborder la question religieuse et ethnique, je dis bien ethnique, même si on a voulu se boucher les yeux durant des années en disant qu'il n'y a plus de problème ethnique, parce qu'on se refusait à aborder les questions de cette manière-là, on le constate aujourd'hui, il en a, je l'ai dit tout à l'heure. Mais avant même d'aborder toutes ces questions, et je voudrais parler sous le contrôle de mon ami Benet, le premier problème auquel on a été confronté, c'est le trafic de drogue. Vous allez me dire, pourquoi vous parlez de trafic de drogue? Pour une raison simple, c'est que beaucoup de gens ont connu la French Connection, et quand on a arrêté la liaison du trafic de drogue entre le nord américain et l'Europe, quand on est arrivé, il a salué les services européens et français et américains qui sont arrivés à interrompre ce flux-là. Le flux est passé par le sud, en particulier de Colombie au golfe de Guinée, et du golfe de Guinée est remonté par le Mali, c'est pour ça que j'y reviens, pour pouvoir ensuite éclater soit en allant vers la Syrie, soit en allant directement à Amsterdam. Vous me dites, mais qu'est-ce à voir? Eh bien, c'est à voir tout. Parce que lorsque vous vivez durant un certain mois, vous avez, avec un salaire qui est ridicule, qui est garanti de votre pauvreté et de votre misère, et qu'on vient vous apporter des rémunérations qui sont colossales, eh bien vous tombez dans le trafic de drogue. Et ce trafic de drogue, il avait besoin d'être couvert, d'être déguisé, de se mouler dans une réalité géographique, politique et sociale des lieux que l'on traverse. Pour une raison simple, c'est qu'autrement, vous sollicitez les personnes qui sont chargées de lutter contre le trafic de drogue, vous trouvent et vous éliminent. Et à ce moment-là, on a vu tout doucement se rapprocher les Touaregs en particulier,
et puis les trafiquants de drogue pour créer des réseaux. Et on a voulu aménager, en réalité, tout cela en prenant la couverture religieuse, puis après la couverture djihadiste. Et quand on attaquait les trafiquants de drogue, ils prenaient, eux, à ce moment-là, pour se défendre, ils prenaient la couleur d'un djihadiste, alors qu'ils ne l'étaient pas. Et quand les djihadistes se faisaient, eux, attaquer, eh bien, ils se tournaient vers les trafiquants de drogue pour pouvoir financer leur activité. Et vous aviez une confusion qui est apparue tout doucement. J'ai dû faire à peu près 4 notes aux différents présidents de la République qui sont succédés à l'Élysée. J'ai commencé par Chirac, j'ai continué par Sarkozy, j'ai continué avec Hollande, et j'ai fait avec Macron. C'est-à-dire, je leur ai fait des notes en leur montrant ce qui allait arriver, puisqu'on le voyait, ça se développait tranquillement. Tout le monde, toutes les personnes qui allaient là-bas, constataient qu'il y avait une dégradation progressive qui se faisait. Donc la cause, une des causes, je vais vous montrer qu'il y en a plein d'autres, qu'une des causes de la montée du djihadisme, ça a été la confusion qui s'est passée, et j'allais dire le financement du terrorisme par l'argent qui amenait le trafic de drogue, et le trafic de drogue qui se servait des réseaux religieux pour pouvoir passer d'une manière impunie dans ces régions-là. Et ça a été extrêmement grave, parce qu'on a vu peu à peu les attentats apparaître, on a vu la radicalisation s'effectuer, on a vu les jeunes qui n'avaient pas beaucoup de rémunération pour pouvoir vivre, préférer rentrer dans le djihadisme, car ils savaient qu'à ce moment-là, ils seraient financés par en fait, les trafiquants de drogue à qui on leur donnait une couverture, etc. etc. Donc voilà le premier phénomène. Il est important, il est même très important. Je regrette, et je le dis sous le contrôle de mon ami Yves Bonnet, que les autorités françaises, à qui j'avais transmis ces notes, j'allais dire d'une manière permanente, et je me souviens, j'en avais parlé avec Yves Bonnet à une époque, eh bien, n'aient pas entendu, parce que je n'étais pas le seul à faire ces genres de remarques, il y avait un certain nombre d'observateurs qui le faisaient, n'aient pas entendu, car si on avait empêché, j'allais dire, un certain nombre de réseaux de se former, on n'aurait pas aujourd'hui des régions qui sont devenues terra incognita. Vous savez ce que ça veut dire, terra incognita, puisque pour la plupart vous êtes des observateurs de la vie politique, c'est-à-dire que c'est des territoires où on ne met plus les pieds, où on ne sait même plus comment mettre les pieds. Et même avec l'opération Barkhane, l'opération Barkhane se déploie sur un territoire qui est tellement grand qu'il y a certaines localités, certains lieux, certains espaces qui actuellement ne sont plus visités. C'est-à-dire qu'on est revenu à la situation qui existait à la fin du 19e, début 20e, et qui faisait qu'il y avait des lieux qui n'étaient plus ni visités ni habités. Alors, dans ces lieux-là, il se constituent des réseaux de terroristes qui ensuite, vous les retrouverez soit en Europe, soit en Afrique même, puisque vous apercevez aujourd'hui que ces réseaux terroristes sont en train de s'étendre à tout le Sahel. Quand je dis tout le Sahel, ça va de la Mauritanie, qui est la plus protégée, puisqu'elle a un régime très fort, de la Mauritanie jusqu'au Soudan, toute cette partie sahélo-sahélienne. Et qu'aujourd'hui, on est en train de constater que ces réseaux suivent toujours d'ailleurs les réseaux des trafics de drogue, sont en train de passer la forêt, on dit ça en Afrique, c'est-à-dire sont en train de descendre et vont jusqu'au golfe de Guinée. Pour ceux qui ne sont pas persuadés, il suffit de se rappeler en réalité de l'attentat de Bassam, qui est en Côte d'Ivoire, et qui montre qu'aujourd'hui, c'est quasi la moitié de l'Afrique qui est menacée par le terrorisme, et par un terrorisme qui s'habille de religion, si vous voulez utiliser cette expression-là. Ça, c'est une cause. Vous allez me dire, mais si vous connaissez cette cause, vous avez lutter, vous gagnerez. Mais non, parce que les causes sont multiples, et c'est pour ça que le problème est quasi, je vais être horrible, mais est quasi insoluble dans certains cas. Parce qu'il y a des problèmes ethniques qui sont apparus en même temps. Et du fait que vous avez
un pouvoir civil, ça a été le cas au Mali, qui a été débordé, eh bien les querelles ethniques sont nées, sont réapparues. Et aujourd'hui, on a été étonné du massacre qui est effectué entre Dongon et Peul il y a quelques semaines. C'est en fait un réveil des querelles ethniques sur lequel vient se développer le djihadisme et qui essaye de prendre en main une jeunesse en disant si vous voulez vous protéger en réalité de cette tribu, venez nous rejoindre dans un radicalisme religieux et ensuite dans des engagements pour défendre votre foi du djihadisme effectif. Et vous avez Peul et Dongon, vous avez sédentaires et nomades, et le problème de la sédentarisation, de la lutte entre les sédentaires et les nomades est un problème qui concerne tout le Sahel, avec des problèmes quasi insolubles, car on a oublié une chose, et ça j'accuse les gens qui ont colonisé une époque, c'est que si vous voulez une stabilité d'un pays, il faut reconnaître le droit de propriété, et que pour pouvoir reconnaître le droit de propriété, il faut mettre en place ce qu'on appelle un cadastre, et qu'aujourd'hui, j'allais dire que l'Afrique souffre de l'absence de cadastre. Cette absence de cadastre est en train de provoquer des tensions qui sont quasi insolubles, avec des luttes ethniques qui en profitent et qui provoquent des tensions qui vont provoquer radicalisation, terrorisme et extrémisme religieux. C'est le deuxième exemple. Le troisième exemple, c'est les hommes, les politiques qui vont organiser une alliance avec les djihadistes pour conserver leur pouvoir. Vous allez me dire, mais j'ai un exemple, oui j'en ai un, c'est Burkina Faso. Vous avez eu en réalité un coup d'État à un moment donné, puis ensuite une nouvelle équipe qui a pris le pouvoir, le président actuel a Traoré, mais ils avaient pris l'ancienne équipe qui avait passé un accord avec les djihadistes pour pouvoir se mettre au pouvoir, c'est l'équipe contre Traoré, et que vous avez aujourd'hui maintenant un conflit politico-djihadiste qui se transforme en ethnie d'un côté, mais qui s'appuie aussi sur l'extrémisme religieux de l'autre, et que vous voyez depuis maintenant 4 ans tomber qui est quasi plus fort aujourd'hui que celui qui concerne le Mali. Donc je vous ai donné la première cause. La cause, c'est le trafic de drogue. La deuxième cause, c'est les querelles ethniques. La troisième cause, c'est les querelles politiques. Et puis vous avez les querelles sociales. Vous avez en fait les très pauvres qui ne supportent plus le fait qu'il y ait des gens qui soient très riches. Je vais dire que ça se passe dans le monde entier, mais là-bas, ça se passe de manière tellement extrême que les religieux et les religieux extrêmes profitent de cette tension sociale pour pouvoir embaucher dans leur réseau un certain nombre de jeunes ou moins jeunes qui ne supportent plus la pauvreté extrême et la misère et qui se disent, en toute hypothèse, on n'a plus rien à perdre et qui rentrent dans des réseaux pour pouvoir mener les autres. Donc, je vous ai déjà donné 4 à 5 raisons, mais je pourrais continuer encore longtemps puisque après, il y a des conflits qui sont basés sur des traditions, des basés qui sont sur des querelles de frontières, il y a des conflits qui se multiplient, et je vais vous dire pour le Sahel, j'ai vu en fait aussi un basculement, je suis obligé de le dire même si c'est la France qui en est un petit peu responsable, c'est qu'avec la guerre de Libye, eh bien, c'est comme si on avait pris une allumette, on avait allumé une allumette sur un baril de poudre, ça a enflammé tout le Sahel, parce qu'avec les armes qui sont arrivées, les réseaux les ont prises, et que vous avez en fait eu la formation de réseaux qui sont solides et durs. Ils sont tellement solides et durs qu'il a fallu que l'armée française envoie 4000 hommes pour maintenir la situation, mais non pas en fait la faire reculer. C'est-à-dire qu'on empêche en réalité que la guerre se développe, mais on se retire, tout réapparaît, et on n'aura en fait rien résolu, sinon maintenu la paix durant une certaine période. Alors voilà en fait une des raisons. Et puis je vais vous donner maintenant la dernière raison
Ce serait la parole que je vais parler déjà peut-être trop longtemps, mais je reconnais que c'est un sujet qui vous envahit hein, quand vous vivez là-bas. Vous avez envie qu'une seule chose, c'est vous préoccuper de ces régions-là pour leur apporter le calme, la pauvreté, le calme, le développement, etc. Parce qu'autrement, un jour, vous aurez une immigration énorme dans les pays d'Europe, et vous aurez en fait des pays qui seront retombés dans une situation de misère, de guerre civile qui sera insupportable. Mais il y a aussi une autre raison, et je crois que nous, Européens, il faut qu'on sache. Vous avez aujourd'hui des télévisions qui sont vues de partout. Et vous avez des messages qui sont des messages que refusent certaines personnes, et même ça se passe même en Europe, donc vous pouvez voir pourquoi ça se passe en Afrique, surtout dans des pays où il y a en fait un besoin d'idéal et de spiritualité. Et il faut relire en réalité le Coran, voir les traditions, voir ce besoin de pureté qui apparaît dans une certaine partie de la population, et qui conteste totalement le mode de vie occidental, le mode de vie matérialiste qu'on essaie d'imposer. Et puis vous avez un certain nombre de jeunes qui, par l'esprit de pureté, puisque c'est à la base même du Coran, c'est la religion de la pureté, et tous les systèmes d'ailleurs, je crois que c'est Olivier Roy qui l'explique, tous les systèmes à chemin de la pureté, le nazisme c'était la pureté de la race, le stalinisme c'était la pureté du message social, et ici vous avez en fait le djihadisme, c'est la pureté du corps, donc pour l'homme la virilité, pour la femme la virginité, et pour ça qu'il leur faut une civilisation qui porte cette idée de pureté, et ça provoque en fait une tension entre nous et eux, entre le monde occidental et le monde, je vais dire, musulman djihadiste, qui est très très fort, et il faut avoir participé à des discussions. Je terminerai par là, j'ai participé à une discussion avec le consul de Libye, un jour à Kidal, et c'était il y a 10 ans, qui m'a décrit en une soirée tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce consul était un consul libyen, qui était un djihadiste engagé, dont l'épouse d'ailleurs était aussi engagée que lui. Et il m'a fait comprendre pendant une soirée que de toute façon je perdrais la guerre, parce que en fait moi j'étais un matérialiste, que j'avais abandonné en fait toutes les valeurs de fond qu'ils tenaient, et que quoi qu'il arrive, eux, ils avaient le temps pour eux et qu'ils gagneraient. Donc je vous ai expliqué en quelques mots la difficulté de faire face à ce problème, qui a un écho du temps multiple. Il va falloir avoir des réponses qui soient adaptées, qui soient aussi multiples. Voilà simplement mon apport à la discussion de ce matin. Mais bien évidemment, je participerai tout à l'heure à la discussion commune. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette excellente présentation du terrorisme et des causes du terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Et encore, je ne vais pas parler de l'autre querelle qui est en train de prendre une dimension, et je pense que le spécialiste du Yémen qui est à côté de moi en parlera 10 fois mieux que moi, qui est la querelle chiite-sunnite, qui est en train, c'est en fait de l'essence pure qu'on met sur l'incendie, et qui est en train en fait d'enflammer un certain nombre de régions. Et ne pensons pas que l'Afrique évitera ce conflit, parce que les chiites ont mis en place des cellules un petit peu partout. Aujourd'hui, les sunnites qui étaient quasi majoritaires, totalement isolés, les seuls dans certains cas, sont maintenant des gens en conflit. Voilà ce que je voulais rajouter, parce que je sais. Oui, merci. Parce qu'en effet, ce conflit confessionnel qui, d'après les spécialistes, existait depuis l'origine, c'était relativement stabilisé. De toute façon, il y a une disproportion évidente dans le monde musulman, 90% le monde musulman est sunnite, 10% chiite. Donc les rapports de force, normalement, sont déjà établis. Et pourtant, on voit que, justement, dans un pays comme le Yémen,
il y a eu une instrumentalisation. Alors je ne vais pas revenir sur, faire l'exposé sur les guerres au Yémen. C'est un sujet important parce que je pense que le Yémen est tout à fait révélateur de ce qui est en train de se passer, car on entend parler à l'heure actuelle de la crise humanitaire. Donc, rappeler quelques chiffres, je crois que hier ou avant-hier, l'ONU a rappelé des chiffres terribles sur ce pays. Le drame humanitaire, évidemment, il faut qu'on s'en préoccupe. Mais là, la conférence n'est pas liée au drame humanitaire, mais plus aux problèmes politiques. Et cette idée de confessionnalisation, comment on a attisé les haines entre sunnites et chiites, surtout qu'au Yémen, quand j'étais entre 2012 et 2014, ces conflits n'existaient pas. Un chauffeur qui m'avait recruté m'indiquait que les Haïtiens pouvaient aller dans toutes les mosquées et prier ensemble. Alors il y en avait qui étaient en croix, les autres sur les genoux, mais il y avait une parfaite tolérance entre eux. Et puis depuis le début de ce conflit, il y a maintenant des haines féroces, mais aussi de l'Iran. Car pour ce qui concerne l'Iran, dont on sait que l'axe principal d'intervention, c'est l'Irak, la Syrie et le Liban, l'Iran a parfaitement compris qu'elle pouvait utiliser la carte yéménite au dépend des Yéménites, parce qu'il y ait 18 millions de Yéménites qui soient en train de mourir de faim, ça ne soulève certainement pas comment dire, une angoisse en Iran. Ils ont profité. Il y avait cette minorité zaïdite, donc chiite, pour se dire voilà un moyen de favoriser notre influence au Moyen-Orient du Nord, Irak, Syrie, Liban, parce que cela va permettre, ça va obliger l'Arabie Saoudite à réagir. Donc il y a là manifestement un glissement aussi de conflits. Monsieur le ministre, vous avez rappelé que toute la bande sahélo-sahélienne, de la Mauritanie au Soudan, et donc moi je vais encore plus loin, puisque le Yémen est au-delà de la mer Rouge, mais il y a aussi une descente des conflits, de ce qu'on a pu voir justement avec le conflit en Irak, le conflit surtout en Syrie, 350 000 morts quand même en ce moment, enfin d'après les chiffres que l'on possède. Eh bien on voit que c'est en train de descendre vers le sud de la péninsule, avec l'exemple du Yémen, mais finalement aussi dans la Corne de l'Afrique. Car la situation de ce pays-là est tout à fait dépendante d'une forme de sécurité par le détroit de Bab el-Mandeb, par le golfe d'Aden, par le sud de la mer Rouge. On voit que des pays justement comme l'Érythrée, qui est une dictature, le Soudan, on vient de voir que le dictateur vient de se faire mettre en prison, mais le chemin sera certainement très long avant que le Soudan devienne un pays stabilisé. Et on voit aussi avec l'Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants et qui est confronté à des défis considérables. On voit avec un État failli, la Somalie, enfin, il faudrait dire les Somalies, entre Somaliland, Puntland. On voit que tout ça est en train de descendre, de se concentrer sur un phénomène, comme vous disiez, religieux, pour un certain nombre de raisons. En effet, il y a le trafic de drogue. Il y a aussi cet aspect, vous avez évoqué, l'aspect social. Il faut voir que des organisations terroristes comme Al-Qaïda, comme Daesh, ils ont peut-être été vaincus à un endroit. Au Yémen, paraît-il, l'utilisation de drones américains ont sérieusement porté atteinte à la capacité d'action.
Mais le terrain reste toujours favorable. Comme vous l'indiquez, monsieur le ministre, la pauvreté étant la pauvreté extrême, les gens ne savent même pas s'ils vont pouvoir manger quelque chose. Au Yémen, c'était le cas déjà à l'époque, avant le début de la guerre. Eh bien, il y a un terrain favorable parce que les populations ne supportent plus, parce qu'elles ont aussi accès à l'information. Même au Yémen, on peut avoir un smartphone et pouvoir suivre un certain nombre de choses dans le monde. C'est terminé l'époque où ces pays étaient d'une certaine manière étanchéifiés, n'ayant pas accès à l'information, à l'information, l'image. Ces gens-là se disent, mais pourquoi nous n'avons rien et de l'autre côté, ils ont tout. Et il y a là une instrumentalisation de la religion pour dire que justement, grâce à la religion, on va revenir à de vraies valeurs. La question des valeurs qui était très intéressante parce que je crois que c'est fondamentalement un élément essentiel dans les différents conflits et que nous avons certainement, donc nous, occidentaux, peut-être des questions à nous poser sur ces valeurs que nous sommes en train de pouvoir absolument reprendre. Il y a donc une nécessité, bien sûr, de lutter contre Al-Qaïda, Daesh, car le terrain reste très favorable et va le rester certainement pendant longtemps. Et si on peut avoir, à court terme, une victoire grâce à une capacité militaire, les drones américains sont absolument remarquables d'efficacité. Pour tuer un djihadiste qui peut être 10 ou 20 personnes innocentes autour, mais de toute façon, qu'importe, les images arrivent rarement jusqu'à nous, mais sur place. Vous avez beaucoup de personnes qui n'étaient pas spécialement intéressées par le combat djihadiste d'Al-Qaïda, et quand ils voient que leur propre famille a été touchée par ce genre d'attaque, ils sont les premiers à devenir favorables à ce type de terrorisme. Alors voilà, le Yémen est tout à fait révélateur d'une situation qui est en train d'évoluer. Je ne pense pas que du jour au lendemain, une organisation internationale comme l'ONU va pouvoir résoudre la question. Le problème est terriblement complexe. On le voit avec les négociations des accords de Stockholm qui ont pu être signés justement à Stockholm et qui n'a absolument rien résolu, car manifestement, comme on dit dans cette expression qui avait dans les détails, on n'avait pas parlé des détails, mais justement, ce sont ces détails qui font l'importance de ce port pour arriver à subvenir aux besoins immenses de la population yéménite. Ce que je retiens, c'est qu'on commence maintenant la 5e année de guerre au Yémen, que cette guerre s'est terriblement, transformée. Au départ, c'était quasiment une lutte de prédateurs régionaux. Ça s'est transformé en guerre confessionnelle. C'est en train maintenant de devenir une guerre civile avec des différents acteurs dont on ne parle pas automatiquement. Vous avez certes les Houthis, mais vous avez aussi les frères musulmans, vous avez aussi un type de salafisme, vous avez des indépendantistes qui sont là à essayer de revendiquer. Bref, le conflit yéménite est devenu une grande complexité où c'est un avis personnel, mais je pense que l'ONU porte une lourde responsabilité, car en 2012-2014, les choses ne devaient pas se passer comme ça s'il n'y avait pas eu un certain nombre d'erreurs, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Et pour dire que lutter contre le terrorisme empêchait aussi qu'il y ait des jeunes, j'en ai entendu parler quand j'étais à Sanaa entre 2012 et 2014, de jeunes Français qui arrivaient à partir pour rejoindre le Yémen, parce que le Yémen est quand même un territoire très particulier pour l'islam.
et qu'aller retrouver les sources au Yémen, c'était un objectif d'un certain nombre de djihadistes français, pas automatiquement d'ailleurs de la communauté musulmane en France, très souvent c'était des convertis qui allaient puiser à Damas, donc une université islamiste au Yémen, essayer de retrouver une certaine pureté aussi, qui ont des valeurs, tellement ils étaient dégoûtés des propres valeurs occidentales. Alors je pourrais continuer évidemment à vous parler de cette question du Yémen. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il faut avancer. On est même un petit peu en retard. Merci François. On est un petit peu en retard. Avant de faire la pause, donc au moment de la petite collation, vous pourrez échanger avec l'ensemble des participants. Juste un petit changement sur le programme. On va demander à Chadi de pouvoir intervenir sur la deuxième table ronde après la pause. Et par contre, puisque Amadou, le président du CFCM, doit nous quitter un peu plus tard, demander à Amadou d'intervenir tout de suite. Donc si on peut faire un glissement, voilà, non pas jeu de chaise musicale, mais pour le coup, pour que le président du CFCM puisse intervenir dès maintenant. Et après son intervention, la pause, la collation et le moment, je vous invite à échanger avec l'ensemble des participants, même ceux qui ne sont pas encore intervenus. Merci. Salam alaikum. Que la miséricorde et la paix soient sur vous. Ça a l'air banal de dire salam alaikum, mais pour moi, en tant que représentant du culte, du deuxième culte en France et musulman, c'est important de le répéter, de le souligner. Parce que malheureusement, on parle trop souvent de l'islam avec une mauvaise image. Et ce qui est essentiel pour nous, les musulmans, qui est primaire, c'est le salam alaikum, de s'approprier nos propres valeurs. Que la paix et la miséricorde soient sur vous. Il n'y a pas une notion du djihadisme, il n'y a pas une notion négative de l'islam pervers. Donc aujourd'hui, on doit se rapprocher, donc c'est pour ça que j'insiste. Une fois que j'ai terminé de ce petit rappel, mais qui était volontaire, qui n'était pas juste quelque chose de protocolaire, c'est quelque chose qui est important pour nous les musulmans, que la paix et la miséricorde, parce que si on veut vraiment combattre le radicalisme, il faut revenir sur nos valeurs et pas laisser aux autres de s'approprier de nos valeurs et de faire leur commerce et de justifier leurs actes criminels. Aujourd'hui, je remercie Franck, je remercie donc les organisateurs, donc les trois associations de nous avoir invités le CFCM, pour nous c'est le plus important. Quand Franck m'a appelé et m'a demandé si j'étais disponible, j'ai dit la radicalisation, les questions ne se posent pas du tout, aucun problème, je ne sais pas comment, à quel moment, comment je pourrais, quel temps, mais je ferai mon maximum pour être là, donc j'ai tenu ma parole, parce que c'est important pour nous d'avoir ce temps de parole, surtout le temps de parole donné dans les médias ou dans les réunions institutionnelles comme celles-ci, elles sont très très peu malheureusement. Donc je tiens à souligner, c'est pour ça que c'est important pour nous participer. Malheureusement, quand on invite le CFCM, c'est pour parler à chaud des événements négatifs, des attentats. Donc il n'y a aucun, je dirais, action, plan de communication positive, c'est juste la réaction, donc c'est de la consommation. On est là pour remplir les temps de minutes de BFM, tout ça, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un, c'est tout. Il n'y a rien de construction, de constructif. Donc je remercie les organisateurs. Donc sur les deux sujets importants, vous questionnez l'acte terroriste au miroir, la radicalisation, comment mieux agir. Je vais questionner au passage, donc les questionnements au passage de l'acte terroriste. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une méthodologie de compréhension. Comprendre quelles sont les différentes causes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le ministre, M. Millon, qui a parlé des causes au niveau de la géopolitique, mais à peu près c'est la même cause au niveau de la France. Aujourd'hui, si on a une approche sécuritaire de cette analyse sur la radicalisation, sur le djihadisme, c'est qu'on a un échec. Aujourd'hui, il faut se mettre, il faut se mettre dans la peau de ces personnes. Pourquoi ils sont arrivés là? Si on n'arrive pas à comprendre, on ne prend pas de solution. Et donc, les différentes causes sont sociologiques, économiques, géopolitiques, psychiques. C'est souvent des personnes fragiles, discriminées, mais souvent c'est des personnes fragiles. Et ce qui
qui est important lors du début de l'intervention de Franck, l'amour qu'on a pour la patrie, pour la République, pour la France, elle est innée pour tout individu, mais pour n'importe quel pays. C'est une valeur intrinsèque que Dieu nous a donnée. Donc aujourd'hui, les personnes qui arrivent à faire des actes abjects, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'avoir l'amour. Tout simplement, ils n'ont jamais connu l'amour fraternel du père, de la mère, de la nation, de la communauté. Et c'est ça qu'on peut se poser des questions. Regardez le parcours de toutes ces personnes, ils savent pas ce que c'est l'amour. Quelqu'un qui a connu l'amour de sa maman, de son père, n'oserait jamais faire ça. N'oserait jamais le faire. Et ça, c'est une critique interne. On doit se poser des questions. Pourquoi ces personnes, pourquoi ils n'ont pas eu, pourquoi nous on n'a pas été au rendez-vous de ce lien, de ce relais d'amour? C'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, dans la foi musulmane et dans la foi de tous les cultes, c'est le respect du pays d'accueil, d'origine, qu'importe, le respect de l'environnement publié, respect des lois, c'est le respect, c'est l'autorité. Il n'y a aucune religion qui est contre les autorités, quelles que soient les autorités. Et donc c'est quelque chose qu'on doit le répéter. Une fois que cette analyse est faite, donc on peut lutter efficacement contre la radicalisation. Et là intervient le CFCM, qui est l'institution officielle qui représente le culte musulman en France, à plusieurs échelons. Donc il y a le Conseil français du culte musulman au niveau national, il y a les CRCM au niveau régional, et maintenant il y a les CDCM. Donc ça c'est la partie institutionnelle importante. Et cette partie, le CFCM existe grâce aux présidents d'associations qui sont bénévoles, comme nous avons aujourd'hui la chance d'avoir Mohamed Akri, qui est aujourd'hui le président de la mosquée d'Ivry-sur-Seine. C'est grâce à leur travail, aux bénévoles, à ces ombres, les femmes dont qui travaillent beaucoup aujourd'hui, donc je remercie qu'ils soient là. Et surtout aussi, le travail fait par tous les imams, populaires, non populaires, et là on a la chance d'avoir Mohamed Bachafi. C'est vraiment un travail collectif qu'on fait, mais qui n'est pas assez, je dirais, reconnu par l'État et surtout accusé par les instances de l'État en disant vous faites défaut, mais on n'a jamais été valorisé à notre valeur. Et le fait de nous accuser, ça ne rend pas service. On doit être dans la construction. S'il y avait une solution miracle, je pense que les pays musulmans l'auraient trouvé avant la France. Et ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Donc on doit être dans cette construction. Donc aujourd'hui, le travail fait par les présidents d'associations, par les imams, par les aumôneries. Aujourd'hui, nous avons 3 aumôneries. L'aumônerie militaire qui fonctionne très bien, l'aumônerie qui est présente au Sahel, qui est présente dans tous les théâtres des conflits, l'aumônerie hospitalière et l'aumônerie pénitentiaire. Donc c'est des outils qu'on travaille et c'est grâce à eux, au travail qu'on fait tous ensemble. Aujourd'hui, il n'y a aucun terroriste qui est passé par la classe de l'enseignement de l'islam par un imam ou qui a été atteint par un virus dans la mosquée. Bien sûr, il est parti faire sa prière de vendredi quotidienne, il a écouté l'imam, mais c'est pas ça la cause de son, je dirais, de sa perte. C'est pas, je dirais, les mosquées. Par contre, quand je dis mosquée, je pèse mes mots. Le CFCM, la mosquée d'Ivry, l'imam Bachafi, nous ne sommes pas responsables des lieux de prière clandestins. Il ne faut pas que les médias s'amusent à ça. Il ne faut pas que les politiques s'amusent en disant si c'est telle mosquée, c'est tel imam. Non, il ne fait pas partie de notre réseau. Ce n'est pas un imam reconnu. Ce n'est pas un lieu de prière reconnu. Et ça, c'est important. Ça, c'est une autocritique que nous devons faire au CFCM. Il faut que toutes les mosquées de France s'affilient au CFCM. Donc on fasse le distinguo entre les mosquées, je ne vais pas dire officielles, mais les mosquées qui sont légitimes et les mosquées, je ne vais pas dire les mosquées, les lieux de prière clandestins. Aujourd'hui, toutes ces personnes, peut-être sont endoctrinées par des mosquées ou des lieux de prière clandestins, mais ce n'est pas des mosquées avec une vraie, je dirais, administration, un vrai président qui est élu par ses fidèles. Donc ça c'est important, donc il faut faire la part des choses si on veut vraiment résoudre le problème. Par contre, si on veut polémiquer, qu'on conduit comme ça, on ne va jamais trouver de solution. Donc c'est
quelque chose d'important, il faut que l'institution CFCM, CDCM, les mosquées soient reconnues de telles. Donc aujourd'hui, il y a trois choses, il y a trois verbes importants pour moi. Il faut arrêter, il faut valoriser, il faut constater. Arrêter de diffuser une mauvaise image de l'islam et surtout des polémiques inutiles. C'est important pour nous. Aujourd'hui, quand on entend les soi-disant experts de l'islam qui viennent donner des leçons aux musulmans et aux musulmanes de France, et qui sont là en fait pour faire leur propre business, pour vendre des livres ou pour avoir un poste quelque part, il faut arrêter de les inviter parce que ça donne une mauvaise image. Aujourd'hui, les musulmans, ils ont 15 siècles d'histoire. Ce n'est pas les 15 dernières années de notre histoire, on a 15 siècles d'histoire. L'Andalousie est très bien connue par les cultures occidentales. On doit valoriser notre patrimoine, on ne doit pas s'arrêter sur des exceptions. Je ne parle même pas d'une minorité de notre histoire, c'est des exceptions. Donc il faut arrêter d'être aussi dans ce jeu de diffusion d'une mauvaise image. Et ça, c'est aux musulmans de le faire. On le fait au quotidien, mais on a besoin d'amis dans les influenceurs d'opinion, dans les médias, dans les mairies, dans les organisations françaises d'arrêter de propager cette mauvaise image de l'islam. Deuxième chose qui est importante, donc le verbe valoriser, il faut valoriser le travail fait par nos institutions, qu'elles soient nationales ou, je dirais, au niveau local, je n'en parle pas trop, mais quand moi je suis invité par un maire ou un préfet, ils me disent tout se passe bien dans ma mosquée, tout se passe bien avec le président. Et quand on écoute le BFM, on dirait que c'est très mal ce qui se passe dans les mosquées en France, tout est perdu, les 1500 mosquées sont perdus. Et ça fait une mauvaise image. Il faut qu'on valorise, nous, les musulmans, de valoriser, nous, les présidents d'associations, mais avec le concours des sénateurs, des maires, des députés et des associations qui jouent le jeu, c'est important. Je pense aussi qu'il faut valoriser le travail de la femme. Pour revenir à l'amour, une mère sait très bien que son fils est perdu ou pas perdu, qu'il a un problème de conscience, un problème psychique. Donc si la maman n'est pas reconnue par notre communauté, mais si elle n'est pas aussi reconnue par la République, si on empêche à cette maman en plus d'être stigmatisée, de ne pas emmener son fils à sa fille à l'école parce que le port du voile soi-disant est interdit, c'est pas vrai. Donc ça fragilise cette femme, ça fragilise cette mère qui est en fait le point commun détecteur de la perte, je dirais, d'une possibilité de radicalisation. Et c'est la maman, c'est la femme qui est le remède de nos moments. Parce qu'elle a l'œil à tout. L'homme travaille, il est pas au courant, il oublie. Voilà. Et la femme, elle voit tout. Et donc, tant qu'on n'a pas pris en mesure que le plan de radicalisation, tant qu'ils ont un aspect sécuritaire et tant qu'ils ne viennent pas sur nos vraies valeurs civiles, c'est la maman qui est au contact. C'est la maman qui voit que la fille ou le fils de sa voisine est en train de perdre. Donc, ça se parle entre eux, il n'y a pas de politique, rien. La maman, elle a un amour infini. Elle ne fait pas de la politique, c'est pas les frères musulmans, c'est pas les sœurs musulmans. Elle s'en fout de la politique, de l'économie. Elle a mis au monde des enfants, que ce soit son enfant ou l'enfant de sa voisine. Donc, elle sera là pour détecter un minimum de défection. Mais si nous, on ne valorise pas cette femme, eh bien, on perd notre premier relais de combat contre la déradicalisation. Et donc, je tiens, c'est important pour moi, parce que moi, à titre personnel, quand je vois le profil des terroristes, eh ben, c'est des personnes qui n'ont jamais eu une vraie vie familiale, tout simplement, il faut le dire. Et qui est le garant d'une vraie vie familiale, c'est la maman, c'est la femme. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas du tout, qu'on n'en parle pas du tout. Et il faut revenir à nos valeurs fondamentaux, tout simplement humanistes et universelles. Et donc le troisième verbe que j'avais dit, donc arrêter, valoriser et contester, faire un constat. Il faut faire le constat de nos réalités.
de notre réalité et de s'approprier. Et aujourd'hui, la communauté musulmane, nous sommes doublement, triplement victimes. Nous sommes victimes parce que nous sommes français, tout simplement. Nous sommes victimes parce qu'on est des musulmans. On est accusés. Et surtout, on est victimes parce qu'on est victimes aussi, au sens direct, des terroristes. On est victimes en France et on est victimes dans notre pays, de nos parents, de nos grands-parents. Donc c'est quelque chose d'important. Il faut arrêter de dire que d'accuser les musulmans. Il faut surtout donner l'image que nous sommes les premières victimes. Arrêtez de nous accuser qu'on a des défauts et qu'on n'a pas pu jouer le jeu contre la réalisation. Si on veut vraiment combattre la réalisation, il faut déjà valoriser le CFCM et les institutions musulmanes françaises. Arrêtez de les accuser, il faut les renforcer, il faut leur donner les moyens. Et surtout pas se cacher sur les prétextes de la laïcité en disant qu'on ne peut pas vous financer, qu'on ne peut pas trouver des budgets, parce que quand il y a des problèmes de sécurité, on sait trouver l'argent, on sait comment allier. Donc si on veut vraiment renforcer et se battre contre la réalisation, il faut se faire aider par nos associations. Il faut les financer. On a besoin de finances si on veut vraiment se battre. Et arrêter de financer les spécialistes qui font du commerce. Et surtout, tant que nous n'aurons pas compris que le terrorisme, dans le mot terrorisme, il y a la terreur, et que le terrorisme n'a pas de religion ou de race, on ne pourra pas trouver une solution universelle. Aujourd'hui, ça fait 10-15 ans qu'on parle d'une radicalisation des musulmans, et aujourd'hui, il y a une vraie radicalisation dans ce pays qu'on ne veut pas parler. C'est de nos frères et sœurs catholiques. Donc ça prouve que la radicalisation n'a pas de religion. Aujourd'hui, on mettrait musulmane, soi-disant, mais on ne métisse pas du tout et on ne va surtout pas le dire. Aujourd'hui, Christ Church nous a montré quelque chose d'important dans un pays où les musulmans sont minimes, moins d'1%, dans un pays anglo-saxon où la culture, où la pratique de n'importe quelle religion et l'affirmation est normale, même dans ce pays où la religion était quotidienne, il y a eu un triple attentat. Mais d'où s'est ressourcée cette personne, ce terroriste? Soi-disant des mots de l'Europe, qui a été incapable, je dirais, de résister à cette vague, soi-disant, de musulmans, de musulmanes. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai radicalisme aussi dans d'autres religions. Donc arrêtons de s'accuser, c'est ensemble qu'on va trouver. C'est ensemble qu'on va trouver ces mots. Et si on arrive à faire ça, nous avons trouvé la solution. D'un côté, les responsables de tous les cultes, d'un côté, les spécialistes, les psychologues, ceux qui comprennent la sociologie, et les pouvoirs publics, les politiciens prennent leurs responsabilités. C'est enfin, ensemble, que l'antivirus qu'on va le trouver. Mais il faut accepter ce jeu, et surtout se priver des compétences des institutions musulmanes. On est là, ça fait 20-30 ans qu'on œuvre, je dirais, en arrière-plan, mais on n'a jamais été valorisé. Et ça, c'est important. Sans nous, on ne pouvait rien faire. Nous sommes des Français, nous sommes des pères, nous sommes des mères, et nous sommes victimes en triple fois. Donc c'est quelque chose d'important, c'est précieux. Donc c'est pour ça que je voulais tenir la participation ici. C'est ensemble qu'on va réussir. C'est pas que le CFCM tout seul, c'est tous ensemble. Je vous remercie et je souhaite un très bon colloque et j'espère qu'il y aura des suites prochaines. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Je disais tout à l'heure en début d'intervention qu'on aura du débat. Il y a des prises de position qui sont intéressantes, qui sont discutées. Vous verrez avec les intervenants suivants, les choses sont aussi différentes. Mais merci au Président de s'être exprimé parce qu'il a parlé avec son cœur. Et ça, je vous propose maintenant, je vais dire à Chani, on va retarder un petit peu l'intervention sur la deuxième séance et on va engager le débat autour du verre de l'amitié dès maintenant. On reprend d'ici une vingtaine de minutes. Donc, dès lors que vous avez des questions, des interrogations, les participants sont là, ils sont à votre écoute. Je vous remercie, on se revoit dans une vingtaine de minutes. Merci.